Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui on reprend après 2 semaines de pause. On va reprendre avec une étape spectaculaire, l'étape 16 de ce Giro d'Italia, de la montagne, du suspense, etc. Hugo, en un mot, toi, cette étape, tu l'as vécue comment? Bah, tu l'as dit, je pense, le suspense, parce que on a eu un peu de suspense pour que ce soit la victoire d'étape, parce qu'à un moment donné, ça revenait quand même vachement fort, même pour ça s'est bagarré toute l'étape pour cette victoire d'étape. Il y a eu des groupes différents à chaque fois, mais aussi au niveau des favoris, le rose pour Isaac Des Toro à la fin n'était pas sûr, et il y a eu chamboulement dans tout ce classement général qui a rendu cette étape exceptionnelle à suivre. Noah, toi, en un mot? Je veux dire surprenant parce que déjà ce Giro nous a apporté pas mal de surprises. C'est souvent l'avantage d'être sur un Giro, une Vuelta et pas sur un grand tour où c'est souvent un peu plus codé, etc. Là on ose plus de choses. Et puis on a vu des coureurs un petit peu reprendre du niveau, en perdre, malheureusement des chutes. Et moi, il y a des trucs qui m'interpellent, on parlera de l'étape après, mais on parlait quand même de plusieurs noms. Si on cite les 4 noms presque les plus cités au départ de ce Giro, ou en tout cas dans les plus cités, ils sont déjà plus là, donc, ou en tout cas ils sont très loin. Donc Roglic, abandon lors de cette 16e étape, Landa, abandon, Chicone, abandon, et Ayuso est très loin. Donc je pense qu'on va vivre une dernière semaine assez incroyable et assez ouverte, comme depuis ce début de Giro, à part Pedersen sur les étapes qui lui correspondent. Je pense que tout est un petit peu ouvert, que ce soit pour les attaquants, même pour les rouleurs. On a vu Danoulle un peu surprendre tout le monde, même si il est très fort sur le chrono. Donc moi je dis surprenant pour tout ce Giro, parce que c'est excitant et surprenant de voir ce qui se passe en fait. Au programme aujourd'hui, alors on va faire le débrief de cette étape, hein, vous l'avez compris. D'abord on va parler de la victoire d'étape, puis on va parler du classement général. On va se poser aussi des questions au niveau de la stratégie de certaines équipes. Et puis après on fera un point sur le reste du Giro jusqu'à présent. Euh, Allez, qui commence? Scaroni, Fortunato, 1 et 2 pour cette équipe XDS Astana. Ça a été quand même spectaculaire, mais en tout cas rondement mené à la pédale et tactiquement également. Oui, ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas pris la première échappée pour être devant. C'est qu'ils sont ressortis plus tard pour pouvoir revenir avec un contre. Donc, c'était eux qui étaient les mieux représentés, mais au début, c'était peut-être eux qui étaient peut-être pas piégés, mais qui devaient relancer pour pouvoir revenir sur cette échappée. Et il y a eu un Masnada qui était très fort pour pouvoir emmener ces deux coureurs-là. Scaroni qui fait son boulot toujours pour Fortunato, l'emmener un peu sur orbite pour les sprints sur les GPM, mais c'est rarement des sprints parce il anticipe quand même vachement très souvent. Et il fait bien parce que maintenant, je pense que ce maillot est quasiment déjà à la maison. Il faut rentrer sans chute, sans avoir de problème ou que un des favoris s'en fasse sa priorité. Mais je pense qu'il est vraiment sur la bonne voie. Et je pense que c'est vraiment bien à jouer de cette équipe Astana. Ouais, c'est très bien joué, surtout qu'ils ont été à l'avant avec 3 coureurs qui n'étaient pas là dans l'échappée de base. Ils sont revenus et ils l'ont très bien joué. Je pense qu'ils gagnent aussi un peu grâce à la météo. Parce qu'en début d'étape, malgré qu'il faisait déjà pas très beau, qu'il pleuvait, beaucoup de pluie, on voyait le peloton qui avait quand même pas trop envie de laisser partir. Et quand on a vu des chutes, des gros leaders chuter, je pense que le peloton à un moment donné dit laisser plus de champ. Parce qu'au début, on est resté bloqué un peu à 3 4 minutes avant que ça monte à beaucoup plus. Donc je pense que tant mieux pour eux. Et puis en même temps, ils ont fait tout le boulot toute la journée. Il y avait presque que eux qui roulaient avec Van Aert aussi qui était devant. Donc c'est mérité et c'est sur la continuité de tout leur début de saison en fait. Ouais, tu le dis, hein, Scaroni aussi, c'est un coureur qui a fait un énorme début de saison jusqu'à sa blessure. Fortunato, qui depuis le premier jour, a fait de ce maillot de meilleur grimpeur un objectif. Ils sont d'ailleurs premier et deuxième de ce classement annexe pour l'instant. Et alors, il y a d'autres coureurs qui étaient devant. On aurait pu croire que Pello Bilbao aurait pu essayer de jouer la gagne. On aurait pu croire que d'autres coureurs auraient pu, Yanis Voisard, aurait pu aller les C'est ennuyer. Peda. Cepeda qui fait une super étape. Et puis après, il y a nos deux Belges qui sont devant aussi. Sylvain Moniquet, le régional de chez nous que l'on a pu interviewer avant le Giro, mais en tout cas, il a saisi sa chance. Et puis un Wout van Aert qui, après sa victoire d'étape sur les routes de Sienne, pardon, tout simplement, s'est refait une petite vie et qui est de nouveau dans des étapes très très dures à l'avant encore une fois. Ouais, il y avait aussi Dries de Bont comme belge à l'avant qui a Ouais. pris les sprints parce qu'il est deuxième dans ce classement aussi. Donc voilà, petite parenthèse belge. Ouais, et puis on peut voir sur la fin de l'étape qu'il y a quand même, c'était pas gagné d'avance cette étape, parce que tous les échappés se sont fait reprendre
sauf les deux premiers, les deux de chez Astana. Donc même à la fin, c'est parce qu'il y a, je pense, ce petit faux plat descendant à un moment donné dans le dernier kilomètre, qui je pense c'est 800 mètres ou 600 mètres de faux plat descendant, où il y a peut-être eu un moment donné une récupération quoi, mais Scaroni me semblait un peu à bloc à la fin. Heureusement que Fortunato était quand même là aussi, mais je pense que Fortunato l'a offert cette victoire à Scaroni Ouais, c'est sûr. et que Fortunato était quand même un rien plus fort que Scaroni sur la fin d'étape. Ouais, c'est sûr. Bah, cette étape, on peut revenir aussi pour la victoire d'étape sur Pellizzari, Ouais. qui doit être peut-être celui qui doit avoir le plus de regrets, puisque c'est le premier coureur du peloton. Son équipe a roulé avec peut-être deux coureurs maximum, mais sans non plus prendre à leur compte cette poursuite. Pellizzari a très bien couru, il est très fort. Et alors, bah, l'abandon de Primoz Roglic, on l'a dit déjà, Noah, tu l'as déjà mentionné, va le libérer et le voilà déjà replacé pour le général avec une belle troisième place en plus pour l'étape. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur la stratégie de course de l'échappée ou alors on peut dire Joshua Tarling aussi qui est tombé et Alessio Martinelli aussi où sur le moment même c'était impressionnant. Je pense que pour revenir sur la stratégie de course, enfin je te laisserai après Noah, désolé, mais je pense que comme Noah l'a dit, la pluie au début n'a pas aidé les favoris à vouloir se battre pour cette étape. Il y a eu des chutes, il y a eu, je pense que c'était un peu au début normal de laisser, ça s'est fait naturellement de laisser l'échappée sortir parce qu'on ne voulait peut-être pas prendre trop de risques, trop de nervosité dans le peloton. On sait que ça arrive très vite en ce moment, surtout au Giro. En plus, c'est de plus en plus serré, donc les secondes comptent. Je pense qu'on a voulu vraiment laisser le champ à cette échappée. Ouais, c'est sûr. Oui, ce que je voulais dire juste pour ta question sur la stratégie de l'échappée, c'est que les équipiers qu'on place à l'avant, qui peuvent aider les leaders, comme on l'a vu Van Aert le faire, comme on a eu Bilbao, c'est un peu d'aider ces deux leaders derrière, ben, d'autant plus importante, on le voit sur un Giro où la course est un peu plus ouverte, où il y a des fois moins d'équipiers, les leaders se retrouvent seuls, ben, c'est pas grand chose et je pense qu'à la TV on s'en rend pas très compte, mais je suis persuadé qu'avoir un Bilbao, malgré qu'il ait fait toute la journée devant, qui a fait ne serait-ce que 1 km ou 2, bah, a permis d'économiser 10, 15, voire de revenir, de permettre à Tiberi Voisard aussi, hein. et de revenir sur un groupe. Voisard aussi qui est resté avec Storer Très pendant, fort, hein, plus de 2 d'ailleurs. km. Et Van Aert qui a fait le train un peu avant que Simon Yates s'attaque. Donc je voulais souligner cette importance d'autant plus dans les Ouais, courses tout à fait. où c'est un peu plus ouvert, quoi. Revenons sur la course aux favoris et on a aussi vu des chutes. Encore une fois dans cette étape, on a vu Primoz Roglic, on a vu Bernal, on a vu Carapaz Ouais. également tomber. Et puis on voit très vite dans cette étape une défaillance de Juan Ayuso, donc abandon de Primoz Roglic et puis Ayuso, les deux grands favoris de ce Giro qui coup pour coup doivent laisser partir la victoire et d'étape et du classement général. Là aussi, est-ce que vous vous y attendiez en reprise d'un jour de repos de mecs qui étaient déjà un peu meurtris par les chutes juste avant? Moi, je m'attendais peut-être pas à autant si fort et abandon de Roglic déjà par exemple, mais ça, je pense que c'était aussi dû causé par la chute. Mais un contre-coup de certains favoris après cette journée de repos, je m'y attendais quand même parce que les favoris, on a remarqué qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échappées en long cours depuis le début de ce Giro. Il n'y a pas eu. C'était toujours en prise tout le temps. On a fait rouler toutes les équipes tout le temps. Les favoris n'ont pas pu se ménager. Je m'attendais à ce que mentalement, ça allait être dur pour les coureurs de reprendre une semaine comme celle-ci, surtout qu'on sait que ça va être peut-être la plus dure semaine de leur vie parce que c'est l'une des semaines les plus dures d'un grand tour qu'on ait vu ces dernières années. Donc ici, c'était 4500 mètres de dénivelé, je pense. Demain, c'est 3800. Ouais. Puis on est toujours au-dessus de quasiment 3000. C'était quand même quelque chose qui mentalement, quand tu reprends le vélo, que tu as le mal aux pattes, etc. au début de l'étape, je m'attendais à ce que les un ou deux favoris craquent. Maintenant, est-ce que ce soit Ayuso et Roglic et je pense que Bernal a quand même eu un petit peu de difficulté aujourd'hui aussi. Bah, je m'attendais pas à eux en tout cas. Ouais, Ouais. puis on a vu que la course était dure, en dehors de ceux qui ont abandonné ou perdu du temps. On a vu dans la finale quelques petits coups de fringale ou petits coups de moins bien. J'ai quand même l'impression que Del Toro, il a eu un petit coup de moins bien, puis qu'il a quand même finalement bien géré. Pareil pour Carapace, qui paraissait très fort et qui, je pense, il était temps que ce soit l'arrivée, parce que le dernier kilomètre, il était un peu à bloc, malgré la magnifique étape, la magnifique finale qu'il a déclenchée lui-même. Et puis, ben,
Roglic qui abandonne, pour moi, voilà, c'est une chute, c'est un fait de course. Del Toro, c'est un peu spécial, je sais pas trop ce qui s'est passé, surtout que sur le premier col de la journée, ou le deuxième, il s'est retrouvé à 1 minute 10 parce que il a dû changer ses gants, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et en fait, non, c'est dans le deuxième col de la journée. Et en fait, ben, ça a embrayé à ce moment-là. Donc il a dû remonter. Je pense qu'il a fait un effort de plus de 10 minutes et pas trop dans la voiture, tout seul. Puis Arieta est venu un peu l'aider. Et je pense qu'il a fait beaucoup, beaucoup d'efforts déjà à ce moment-là. Et s'il n'était pas à top, je pense que mentalement, il s'est déjà énervé une première fois. Il a peut-être déjà fait un petit coup à bloc, donc un petit coup de moins bien après. Et je pense que tout ça a fait que ben, voilà, il est à 15 minutes aujourd'hui. Ah, Ayuso, tu parles alors, pas Ayuso. Del Toro. Oui, Ayuso. J'étais en train de réfléchir. Ouais, en même temps. si, ouais, je comprends tout à fait. On peut parler peut-être d'un coureur que moi, personnellement, au début de ce tour, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. C'est Simon Yates. Un début de saison qui était plus que décevant chez Visma Lease the Bike. Et ici, bah, je l'ai trouvé fort. Et c'est lui qui a vraiment déclenché les hostilités, puisque le groupe de favoris, une fois séparé de la majorité des équipiers, bah, c'est Simon Yates qui a mis vraiment une première mèche. Après, avant, il y a eu Storer désolé. Mais c'est vraiment Simon Yates qui a fait les gros dégâts. Et on se retrouve avec alors 3-4 coureurs d'Eric J, Del Toro et alors Carapace. Ouais, et Simon Yates. Et donc, du coup, là, je me dis, attention à ce Simon Yates-là qui, jour par jour, recommence à prendre de... Il est toujours bien placé, il n'est pas tombé. Quand on pense Carapace est tombé, Del Toro est tombé, G a eu aussi un problème les premières étapes. Et donc, quand on regarde, finalement, c'est peut-être le mec qui monte le plus en puissance pendant ce tour. Puis c'est celui qu'on a moins vu aussi, j'ai Ouais, l'impression. Et quand on a vu avant cette dernière grosse semaine, il est deuxième du général, seulement 1 minute 21, ne sachant pas comment Del Toro pouvait réagir et tout. Bah, j'ai pas l'impression qu'on l'a vu beaucoup comparé à d'autres, mais il est passé tout le temps de l'émail du filet, tout le temps bien placé. Il a fait des très beaux chronos. Et je pense que ça l'a beaucoup sauvé. Et ce qui est incroyable quand on voit ce classement, quand on voit les 4 gars dont tu viens de parler, ben moi j'ai pas l'impression que je saurais sortir un nom. Et c'est des gars au profil très différent. On a un Del Toro très jeune, premier grand tour, un peu opportuniste, qui dans la meilleure équipe du monde, qui a le maillot rose. On ne sait pas comment il va régir sous 3 semaines. Pardon. C'est la première fois qu'il fait 3 semaines. On a G qui est un peu un rouleur, puncher, qui finalement monte au se mue un rythme, peu en ouais. grimpeur depuis 1 an ou 2, depuis qu'il a été meilleur combatif du Giro d'ailleurs il y a 2-3 ans, qui se retrouve là au général et quatrième, entre guillemets seulement à la 16e Ouais. étape à 1 minute 30. Un Carapace qui avançait bien, qui adore attaquer, on l'a vu, c'est d'ailleurs le seul qui a déjà attaqué 2-3 fois, qui a déjà d'ailleurs gagné une étape grâce à ça. Donc magnifique. magnifique. Carapace, finalement, est-ce que c'est pas le coureur qui court le plus juste du peloton? Pour l'instant, en tout cas, sur cette semaine. Ça non, moi je pense que Simon Yates reste quand même le coureur qui se fait le plus discret et compte le plus le coup de pédale. Et j'ai l'impression qu'il court un peu à la Roglic, comme Roglic le fait à son habitude. C'est toujours le coup de pédale qu'il faut, s'adapter à son adversaire réellement. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas suivi Carapace au début parce qu'il n'est pas assez explosif, je pense, que de toute façon pour le suivre. Mais il se méfiait aussi très fort de Del Toro. Il a quand même, je pense qu'il y a eu toute une phase d'observation. Je pense pas que Carapace lui aurait pris autant de temps si il avait été premier du général et deuxième du général Carapace. Je pense que c'est vraiment lui qui concourt avec le plus de justesse. Maintenant, Carapace, c'est peut-être aussi celui qui lance ses hostilités à chaque fois, qui va peut-être pas lance parce que Bernal aussi était dedans, mais qui semble le plus fort et le plus capable d'être le plus fou dans le final et pouvoir attaquer à 8 km d'un sommet. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on voit là. Je pense qu'on se rend pas compte, mais la plupart du temps, les favoris se font la guerre 800, 600 derniers mètres d'un col. Et ici, c'est vraiment, des fois, on est à 80, 90 km de l'arrivée et on est déjà en train de s'attaquer dans un col à répétition et on n'est plus que 3-4 coureurs au sommet. Donc, ça, c'est la première chose. Et aussi, Simon Yates, je pense que maintenant, on arrive vraiment dans son secteur, là maintenant. Et c'est celui qui me semble le plus à monter encore en puissance dans ces dernières semaines. Je pense que Carapace est vraiment au top de sa forme et Simon Yates peut encore développer cette force et je pense que son équipe va quand même mettre pour lui à 200%. Pour revenir, je te rejoins sur chez Simon Yates. Il a quand même une arme secrète qui est Wout van Aert. Ouais. 3e semaine, Wout van Aert qui monte en puissance.
encore aujourd'hui, il a eu un rôle plus que primordial dans cette Ouais. course. Et puis, il va se retrouver avec des mecs qui ont quand même de l'expérience, des Kelderman. Et on va avoir Kruijswijk, qui a déjà qui a porté longtemps le maillot rose sur le Giro d'Italia. Il y avait aussi Bartleman qui peut, dans les bons jours, pouvoir donner un coup de main. Et je pense que cette équipe-là va step up maintenant. Maintenant, celui qui a encore la meilleure équipe, ça reste Del Toro. Del Toro. À voir comment Ayuso va prendre son rôle d'équipier maintenant. Mais il y a encore Del Toro qui est là avec un Adam Yates, un McNulty, avec un Mashka aujourd'hui qui était encore parmi les plus meilleurs équipiers du monde, c'est clair. Moi, je me suis dit, si aujourd'hui il a réussi à limiter la casse, bon, on va revenir maintenant peut-être sur un peu nos pronos pour la fin de ce tour. S'il a réussi à limiter la casse aujourd'hui, après un jour de repos, avec peut-être un petit peu manque d'expérience, avec le double leadership avec Ayuso, le stress, parce qu'il a l'air de rien, il doit quand même stresser à chaque fois qu'il est attaqué. Ben, il y a son équipe qui roule derrière lui. D'ailleurs, j'aimerais aborder ce sujet-là dans quelques instants. Pour moi, Del Toro, il a passé un cap aujourd'hui, et j'ai été vraiment impressionné parce que tant qu'il craque, je m'y attendais, mais je m'attendais à ce qu'il craque beaucoup plus en fait. Moi, dans Et cette bagarre, au général, je voulais juste dire un mot sur l'équipe Ineos. Parce qu'aujourd'hui, certes, Bernal était peut-être pas au mieux, il a chuté. C'est pas la première chute en plus pour lui dans ce Giro. Et on a retrouvé vraiment un Bernal très très fort, très attentif, monstrueux sur les routes blanches notamment en début de Giro. Donc, et surtout une équipe Ineos qui, je trouve, roule très très bien. Tant tu disais les attaques à 80 km de c'est beau l'arrivée. à voir, c'est Ils super font un bon. train, c'est encore eux qui ont mis en route assez tôt, avant peut-être de se rendre compte que Yann Bernal n'était peut-être pas au meilleur de sa forme. Mais chapeau à cette équipe qui, avec ses armes, parce que l'équipe est quand même très forte, ben, roule d'une très belle manière. Ils voulaient aujourd'hui mettre un gars à l'avant, et malheureusement, ben, aujourd'hui, c'était pas le top. Mais tous les autres étapes, ils ont roulé parfait. Et Bernal a perdu du temps en début de Giro. Et j'ai l'impression qu'à part les chutes, bah, il n'a pas trop fait d'erreurs et c'est les chutes qui le font payer. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression, mais il paraissait tellement fort. Je me réjouis quand même de le voir Ouais. sur les autres jours s'il a récupéré. Ouais, alors du coup, Ineos, en effet, ils avaient Kim Hayduk aujourd'hui à l'avant. Et Kim Hayduk, on le sait, il est déjà plus de 3 euros général. C'est peut-être pas le meilleur des grimpeurs, mais il y avait normalement Joshua Tarling avec. Et Joshua Tarling, on peut le dire ce qu'on veut, mais il y avait toute cette partie avant les 2 derniers cols qui étaient là. Il aurait pu donner un fameux coup de main à Egan Bernal, Kim Hayduk aussi sur cette partie-là. Et donc, on aurait pu, sans la chute de Joshua Tarling, peut-être anticiper encore avant pour l'équipe Ineos. Et donc, ça aurait pu être une belle carte. Mais en effet, Egan Bernal qui est tombé, Et c'est problématique. il perd du temps, certes, pour la première place, mais il gagne des places au général aujourd'hui. Donc il faut aussi se rendre compte que je pense que lui, il joue pour la gagne, mais l'équipe se dit aussi, bah, aujourd'hui, c'est une bonne opération quand même au final, parce que on passe de la 8e place à la 6e, Ouais. et on commence à grappiller, et peut-être que lui, il va, comme tu dis, pas faire d'erreur, et donc, c'est peut-être ses concurrents qui vont faire des erreurs. Et donc, au fur et à mesure, on va peut-être encore gagner 2 places, et on se retrouve dans le top 5 du général. Donc, je pense que la tactique qui a été dans les 2 premières semaines de rendre la course difficile, parce que c'est eux qui ont vraiment rendu cette course relancée quand ça commençait à s'endormir, etc. C'était au final une bonne tactique parce que bah, tous les coureurs qui ont suivi et qui étaient encore avec commencent à être fatigués maintenant. Et lui, bah, il n'a pas semblé au top, mais au final, il perd pas non plus énormément de temps et il est encore là. Ouais. Je voudrais lancer 2 grands débats à l'heure actuelle. C'est premièrement l'équipe UAE. Avant l'émission, on en parlait entre nous. C'est est-ce que pour vous, l'équipe UAE a bien couru jusque-là ou pas, premièrement. Et puis après, je vous lancerai un deuxième débat, donc soyez prêts. C'est de savoir aussi si aujourd'hui, une équipe peut encore, vu la probabilité qu'ils finissent un grand tour, tout miser sur un Primoz Roglic quand on a des coureurs comme Giulio Pellizzari, comme on a des coureurs comme peut-être d'autres, comme Dialebien Felipe Martinez ou Jay Hindley également. Et donc, du coup, est-ce que, voilà, par lequel voulez-vous commencer? Bon, on commence par peut-être l'UAE. Est-ce qu'ils ont bien couru ou pas? Pour avoir un semblant de réponse au début en tout cas, pour moi, ils ont pas trop eu le choix en fait. Parce que je pense
à un moment donné, quand tu as un Ayuso qui est top. Si on te parle au début du Giro de Ayuso Del Toro, si on t'explique la situation, est-ce que tu dirais oui, je fais confiance à 200% à Del Toro? Maintenant, je pense qu'ils auraient dit non. Maintenant, le problème, c'est que les faits et le visuel qu'on voit à la TV, voir Del Toro qui est si fort, voir comment il arrive à suivre, qui reprend du temps malgré qu'il a perdu du temps sur le chrono, etc. Je pense que là maintenant, ils ont fait le mauvais choix que de rouler derrière Del Toro quand il suivait par exemple les Carapace ou les Bernal, etc. Là, moi je pense qu'il y a eu une erreur. Oui. Pour toi, Noah? Bah, je te rejoins plus ou moins Hugo, mais c'est difficile de dire qu'ils ont mal roulé parce que bah, quelque part ils ont quand même gardé deux cartes et certes rouler derrière et tout c'est pas top et c'est pas le cyclisme euh, vraiment que j'attends. Maintenant garder deux cartes enfin plusieurs cartes ou en tout cas deux cartes comme il l'avait en laissant quand même l'un dans l'autre la chance à Del Toro parce que certes au début où il avait le maillot rose il était encore dans le train devant Ayuso. Je pense que c'était plus trop le cas les derniers jours. Mhm. Et puis, bah, évidemment, il y a le risque, donc on peut pas non plus, pour une équipe, faire confiance. Si Ayuso est pas long en général, il est en l'occurrence deuxième ou troisième, bah, on ne peut pas non plus. Alors que si jamais Del Toro a une fringale, bah, Ayuso est quand même premier ou à 10 secondes du maillot rose. Donc pour moi, vu que leur valeur la plus sûre, avec qui ils ont déjà fait des grands tours, c'est Ayuso, ça ne me choque pas qu'ils essayent de faire pour lui quand il est là. Je rajoute juste une dernière chose. À l'étape d'Estrade, ils sont encore 4 dans le top 10 du général. Donc, c'est aussi l'une des raisons, peut-être, que l'on fait rouler l'équipe. C'est qu'on arrive à mettre 4 hommes qui sont encore là dans le top 10 général après, je pense, 9 étapes ou un truc comme Ouais, ça. c'était à la fin de deuxième semaine, mais enfin fin de première semaine, pardon. Mais alors moi, pour moi, il y a eu une erreur. C'est l'équipe la plus forte. On est tous d'accord là-dessus. Je l'ai dit, tu le dis encore, ils sont encore 4 dans les 20 premiers parce que même si Ayuso prend un quart d'heure aujourd'hui, bah, il est encore 17e ou 18e. On a encore même match 5 dans les premiers parce qu'il y a Adam Yates, il y a McNulty qui est encore 13e et encore Del Toro qui est premier. Pour moi, s'ils perdent le grand tour pour 20 secondes, 30 secondes ou même moins d'une minute, ils vont pouvoir s'en vouloir parce que quand Del Toro va chercher le maillot rose sur l'Estrade, l'équipe qui roule derrière, je sais que c'était pour distancer Roglic et à l'époque on ne pouvait pas savoir que Roglic était pas aussi fort que ça. Mais l'air de rien, sans ça, sans cette bagarre là, Van Aert et Del Toro ils peuvent prendre une minute 30, 2 minutes peut-être. Puis après, il y a une deuxième partie, c'est quand il y a eu la fameuse chute où il y a eu où Simon Yates a repris énormément de temps. À ce moment-là, ben, derrière Simon Yates et Del Toro, c'est encore une fois l'équipe UAE qui roule et Del Toro ne roule pas à l'avant. Et puis une fois après encore, avec d'autres concurrents, Bernal, Carapace sortent avec Del Toro. Et encore une fois, Del Toro ne roule pas. Mais en plus de ça, c'est Machka et toute l'équipe UAE qui roule pour revenir chercher Del Toro. Et là, moi je peux comprendre qu'on ne roule pas à 100% pour Del Toro et qu'on privilégie encore la carte Ayuso puisque c'était le leader du début et qu'on l'entoure. Mais par contre, le fait d'avoir un surplus, un surnombre au général pour des coureurs comme pour l'équipe UAE, il faut utiliser ces coureurs-là. Et ici, ils se roulent l'un contre l'autre. Et c'est là que moi, j'ai quand même un point d'interrogation. C'est peut-être pas la place d'alors de Del Toro d'aller chercher Carapace et Bernal. C'est peut-être à Adam Yates, c'est peut-être à des McNulty ou même à Ayuso même d'aller les chercher. Et pas Del Toro qui est maillot rose, qui lui aurait pu être entouré par son équipe. Ouais, là, je te rejoins. Je pense que c'était pas au rôle de Del Toro à chaque fois d'aller sur les coups et de revenir, d'attaquer, de suivre. Je pense qu'il aurait dû avoir plus un rôle d'équipe. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous assez forts que pour pouvoir bondir dans la roue de Carapace ou de Simon Yates, etc. Je sais pas. Mais là où je suis d'accord avec toi aussi à 200%, c'est l'étape où Carapace gagne son étape. Je pense que elle est vraiment taillée pour Del Toro cette étape et que c'est vraiment c'est dommage de voir que ton homme peut-être qui est le plus en forme dans le peloton, qui a le maillot rose, bah de pas profiter à 200% de ça et te dire bah à la place de prendre 6 secondes de bonus, il en aurait pu en prendre 10 et en plus de ça, il aurait pu
ne pas perdre du temps sur un des favoris. Et donc on a préféré garder potentiellement 2 hommes encore en plus dans le peloton, les faire garder la forme pour la fin du tour, mais au final, est-ce qu'on va pas regretter ce moment-là en tout cas? Sur Carapace, il perd, je pense, 30 ou 40 secondes sur ces étapes-là. Ouais, juste pour finaliser sur ce que tu dis, en plus de ça, ce que je voulais dire, enfin même maintenant ça va me sauter ici, mais c'est les bonifications. En plus, il a souvent laissé Ayuso prendre les secondes Ouais. supérieures et pas lui. Et puis après, c'est pour revenir, c'est est-ce que les autres étaient capables de suivre? Je sais pas. Mais en tout cas, ça reste quand même Machka, ça reste quand même McNulty qui ont ramené sur Carapace. Et Ayuso est resté tranquille dans les roues. Donc voilà, là, s'ils sont capables de revenir avec tout le peloton dans la roue, je pense qu'ils sont capables de suivre peut-être l'accélération. Voilà, Noah, toi, je sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter sur ce débat-là. Bah non, après, juste dire que bah, c'est plus facile forcément d'analyser Oui, après ça c'est certain. que dans la course, dans le fonctionnement, on sait pas ce qui se passe en interne, on sait pas non plus ce que dit Del Toro. Ça se trouve, il a beaucoup de stress et beaucoup de pression qui dit ah non, je préférais que vous restiez sur. Enfin, ça peut être une. Oh, peut-être pas maintenant, mais peut-être que quand il prend le maillot rose, peut-être que ça l'arrange lui aussi. Quand on lui dit écoute, t'as beaucoup de pression, profite de ce maillot Ça lui rose. lâche la Et pression. oui, profite de ce maillot rose. On va quand même essayer de garder Ayuso. Et peut-être que ça l'a aussi un petit peu aidé. On ne sait pas trop ce qui se passe en interne et comment lui et comment Ayuso s'entendent, comment ils voient les choses, comment l'équipe la présente. Et après, oui, c'est sûr que c'est critiquable et qu'on peut analyser dans les exemples que tu as donnés. Je ne vais pas les redonner, mais sur le fait qu'il roule alors qu'Ayuso est devant, bah, il y a différentes choses. Rouler pour distancer un favori alors qu'Ayuso est devant, comme sur l'étape d'Estrade, bah ça je trouve pas ça top. Rouler parce qu'un autre favori est devant, c'est un peu jouer sur deux tableaux, mais ça permet de garder du temps. Donc en même temps, ça permet à celui qui est devant de ne pas rouler non plus. Donc ça me choque moins que de rouler devant juste pour distancer un autre favori. Moi, je vais quand même revenir sur quelque chose, c'est que Del Toro, il perd du temps qu'une seule fois la deuxième semaine, c'est sur le chrono. Donc il y a la journée de repos, puis c'est le chrono. Depuis, chaque étape, il a repris du temps. Sauf aujourd'hui, première journée après la journée de repos. Est-ce que ça va pas aussi refaire, enfin, s'inverser encore une fois, on va dire? Est-ce que dans les prochains jours, les 2 prochaines étapes, est-ce qu'il n'est pas taillé que pour aller reprendre du temps? Mais allez, le dessin de cette dernière semaine de Giro, c'est qu'il n'y a pas beaucoup. Ce qu'on peut analyser, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y en a encore qu'une seule, d'arriver vraiment au sommet. Il y a beaucoup d'étapes encore très très dures, mais après une descente, ou même après une descente et beaucoup de plats. Et là, l'équipe va jouer, et je pense surtout à l'étape 18, je pense, où c'est une étape très dure, mais où c'est tout plat, genre les 30 derniers kilomètres. Ben ça, l'équipe est super importante. Et je pense que sur ce genre d'étape, il ne peut que soit ne pas perdre, soit de reprendre du temps. Oui, tout à fait. Et alors pour revenir, hein, même des étapes de moyenne montagne, je vois pas plus fort que lui pour l'instant dans le peloton. En plus de ça, comme tu l'as dit, même si j'ai pu critiquer très ouvertement l'équipe UAE jusqu'à présent, bah, ça reste l'équipe la plus forte. Des McNulty, des Jay Vine qu'on oublie de mentionner et les Adam Yates sur les étapes de moyenne montagne sont peut-être les meilleurs coureurs équipiers au monde. Et alors là, félicitations aux organisateurs du Giro de pouvoir faire un parcours qui monte en tension comme ça, avec une dernière semaine en plus qui permet d'avoir 3-4 concurrents en moins d'1 minute 30, mais même presque 3 concurrents en moins de 30 secondes. Et alors on va arriver sur des étapes où c'est très dur, mais malgré tout, on peut avoir du combat très tôt dans l'étape, comme très tard dans l'étape, et c'est ça qui est la beauté de cette course-là. Pour moi, tu as raison, la jeunesse fait que recommencer après une deuxième, c'est que son deuxième grand tour, hein, on le répète, il a fait la Vuelta l'année passée, mais là c'est son deuxième grand tour. Bah, après un deuxième jour de repos, bah, c'est très compliqué, il y a peut-être quelque chose à aller chercher là aussi pour les prochaines années. Ouais, et moi je pense que je reviens sur ce que vous avez dit, les étapes sont dures et vont être dures au début et à la fin. Et je pense que ce serait une erreur de UAE de ne pas profiter de ces 2 prochaines étapes qui arrivent. Et malheureusement, bah, ça va pas faire l'affaire des échappés. Et on n'est pas à l'abri du tout qu'il n'y ait plus d'échappés qui aillent au bout jusqu'à la fin de ce tour-ci. Parce que les 2 prochaines étapes, c'est UAE qui va vouloir rouler pour reprendre du temps. Mais il y aura la 19e étape qui est justement qui arrive au sommet, qui va être hyper importante pour les équipes comme Carapace, les équipes comme
Simon Yates. Oui, où beaucoup ils vont d'équipes vouloir- vont y croire. Voilà, Moi, c'est ça. Tout le monde, en fait, l'équipe de ici- G pourrait très bien croire à la victoire, comme il était fort et il a Exactement. géré aujourd'hui. Elle pourrait très bien aussi rouler et dire aujourd'hui c'est notre jour. On sait bien que beaucoup d'équipes, quand le leader dit que ça va, on y croit. Ineos pourrait très Bernal Bah oui, dire on y Ineos, va. clairement. Il y a 8 équipes qui peuvent se dire Cette on peut horreur. rouler. Ouais. On repasse sur le deuxième débat. Red Bull Bora a perdu son leader, Primoz Roglic. Ça veut dire que il se retrouve avec un Giulio Pellizzari qui était 16e ou 17e avant le début de l'étape aujourd'hui, qui se retrouve maintenant 9e au classement général. Ça veut dire que c'est un Giulio Pellizzari qui était très fort. On l'a déjà vu qu'il a sauvé et sur les étapes de Stradé Primoz Roglic, mais en plus de ça, à plusieurs reprises, c'est lui qui a fait le tempo et c'était le dernier coureur encore avec Primoz Roglic. Est-ce que c'était le bon choix? Encore une fois, on réagit à chaud, hein. C'est un peu plus facile de répondre après, mais avec le pédigré de Primoz Roglic, est-ce que c'était le bon choix de partir avec un seul leader pour l'équipe Red Bull Bora? Ouais, je pense que oui, parce que, enfin, ici, comme tu le dis, c'est quand même facile de parler après, mais quand on voit le palmarès de Roglic, on voit la forme qu'il a avant le Giro, on a tout ce qui s'aligne pour que on le mette. Enfin, personnellement, moi, j'y croyais encore. Si Roglic me dit au D'ailleurs, c'était début, ton favori, ouais, hein. si Roglic dit première étape ou même avant de commencer la présentation, il me dit j'ai les jambes, je vais gagner le Giro. Je mets tous mes pions, je suis Red Bull Bora, je mets tous mes pions et je mets tout pour que lui ait le maximum. Maintenant, c'est vrai que c'était peut-être une erreur, mais je pense que c'est le genre de choses qui ne peut pas être calculé à l'avance. Et je pense qu'ils ont peut-être mis au charbon Pellizzari parce que l'équipe était peut-être pas assez forte autour. Parce que Martinez, au début du tour, il n'était pas là. Il y a eu plein de choses qui Jay ont. Hindley a abandonné très Jay vite. Hindley a abandonné. Il y a plein de circonstances qui ont fait que Pellizzari a dû travailler. Mais on a quand même laissé Pellizzari, enfin laissé, je pense qu'il était très fort, mais on lui a permis de quand même être là encore à 4 minutes maintenant du général. Il était peut-être à 6 ce matin, mais ça reste quand même allez, abordable du top 10 en tout cas actuellement. Toi, ton avis? Pareil, pour moi, c'est pas une erreur. Ça peut paraître une erreur comme ça, mais c'est une chute. Je pense que si sur le tour, Vingegaard tombe, on va dire, est-ce que Jumbo a bien fait de miser tout sur Vingegaard? Ça reste une chute. Même si là, il paraissait peut-être pas à 200% sur les dernières étapes. C'est une dernière grosse semaine. C'est 5 derniers jours de folie. Donc on sait pas. Il n'y a pas encore eu de vraies grosses étapes de montagne, même s'il y a eu des étapes très dures. Donc pour moi, comme Hugo l'a dit, je vais pas redire les mêmes arguments. Il a eu raison. Ben voilà, c'est Roglic, donc c'est pour lui. Et puis ben voilà, il a repris un peu du temps aujourd'hui. Il est entre guillemets que à 4 minutes, contrairement à des gars qui font le général tout seul de leur équipe, qui sont à 10. Ouais, après, moi, j'ai encore une fois, je vous pose la question, mais quand on voit qu'avant l'étape d'aujourd'hui, Ineos a quand même réussi à avoir deux coureurs dans le top 10, Arensman et Egan Bernal, parce qu'on n'en a pas parlé, Arensman, mais qui a très vite craqué. Quand on voit que l'équipe Lidl Trek, jusqu'à il y a 2 jours ou 3 jours d'ici, avait deux leaders, un Pedersen qui roule les étapes et l'autre qui joue le classement général, qui était bien placé. Quand on voit une équipe UAE qui a encore 4 coureurs ou 5 coureurs dans le top 20 maintenant, ils ont quand même pu rouler sur plusieurs tableaux. Alors moi, ce que je dis, c'est pas forcément qu'il faut ne pas aider Primoz Roglic, mais ma question est, est-ce qu'ils n'auraient pas pu garder une carte comme Del Toro a été gardé chez UAE? Je pense que c'est le meilleur exemple, c'est Bahreïn avec Tiberi Caruso. Ouais, j'ai oublié. Mais, Ouais. mais je pense que la chance de Bahreïn, c'est que si Tiberi, on l'a vu d'ailleurs il y a pas longtemps, Tiberi a été piégé dans un groupe, Caruso était devant, on n'a pas fait descendre Caruso pour Tiberi. Mais est-ce que les UAE ont autant peur de Tiberi que de Roglic? Est-ce qu'on n'embraye pas plus facilement devant quand un Roglic est piégé dans une bordure ou piégé dans un problème, que ce soit l'un ou l'autre, que si Tiberi est piégé? Je pense que Bora n'a juste pas eu trop le choix que de devoir faire travailler Pellizzari. Tandis que chez Bahreïn, bah, ça s'est fait naturellement. Et enfin, je prends Bahreïn, hein, mais Ouais, bien c'était sûr. Ineos. Bah, c'est vrai qu'on a un peu forcé le truc avec Arensman, pourtant qui avait perdu du temps très tôt aussi. Donc, je pense qu'on a juste moins peur d'un Arensman, d'un Tiberi et d'un Caruso que d'un Roglic dans le côté adverse. Donc, on doit plus facilement faire travailler les hommes. Moi, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix.
Je pense que s'ils avaient pu choisir, je pense que c'est à leur avantage de garder Giulio Pellizzari le plus proche possible Ouais. au général. On a vu sur l'étape d'Estrades, s'il n'est pas là, Roglic est peut-être à 10 minutes le soir parce que Ouais, ouais. Pellizzari fait un travail de fou. Et s'il ne le fait pas, ben, qu'il le fait, c'est pas possible. Il y a peut-être eu d'autres exemples et d'autres étapes. Et je pense que c'est pour ça qu'il a perdu un peu de temps. Et je pense que c'est normal. Et comme tu l'as dit, le fait que d'autres équipiers n'ont pas été au niveau, ben, je pense que l'équipe n'a tout simplement pas eu le choix, à mon avis. Voilà. Parlons-en de l'équipe qui n'est pas au niveau. L'équipe Red Bull Bora, qu'est-ce qui se passe depuis le début de Ouais. l'année? C'est décevant, un recrutement en fanfare. Et finalement, la seule vraie belle surprise de ce début d'année jusqu'au Giro, c'est ce Pellizzari qui avait fait un beau tour l'année passée déjà. Et cette année, bah, une chance qu'il est là parce que c'est lui qui sauve les meubles encore une fois. Ouais, non, non, c'est certain. Et on se demande si c'est vraiment pas dans la gestion de l'équipe parce que je trouverais ça qu'il y ait un ou deux coureurs qui ne marchent pas, que des coureurs qui arrivent, que ce soit seulement les coureurs qui arrivent qui ne marchent pas. Ok, mais là, le problème, c'est que c'est toute l'équipe qui Tratnik, est vraiment à l'ouest. Enfin, on parle de Martinez, peut-être que la concurrence du Giro l'année dernière était peut-être moins grande, mais Ça reste un Mais ça coureur top reste mondial. Hein. bah, il fait podium, je pense qu'il fait deuxième au Giro. Ouais. Donc c'est pas normal de passer du tout au tout. Et donc je trouve ça vraiment, comme tu dis, alarmant. Et j'espère que ça va pas durer sur les années. Mais moi je pense que cette saison-ci est déjà clairement à oublier. Et c'est sur tous les secteurs. Regardez Van Gils, qu'on n'a pas Ouais. du tout vu au niveau en début de saison sur Les les frères Van classiques. Et même Dijk, Adria, hein, qui n'est pas au niveau. ouais. Et pour moi, Tratnik, il est vraiment invisible. Enfin voilà, je pense que c'est un peu le Mais point sur cette équipe. Je sais je pas vais si quand même rebondir sur la question que tu as, enfin, que tu as lancée avec est-ce qu'il faut pas miser sur, enfin, il faut miser sur deux coureurs au lieu de un. Est-ce que toi, à la place de Bahreïn à l'heure actuelle, maintenant, comment tu gères avoir deux coureurs dans le top 10? Moi, je leur laisse encore une fois jouer leurs cartes chacun de leur côté. Je pense qu'ils ne doivent en aucun cas prendre leurs responsabilités. Donc, en aucun cas, c'est à eux de rouler en tête de peloton. Je pense que Bilbao doit faire comme il a fait aujourd'hui, aller en course satellite devant et essayer d'être un appui pour peu importe qui il est. Et en plus, s'ils sont pas, les deux leaders sont pas au même niveau, il pourra aider un, craquer, aider l'autre et recraquer après. Et donc c'est ça que j'aime bien dans cette équipe-là, c'est qu'ils osent. Ils ont franchement des coureurs qui n'hésitent pas à se mettre à la planche. Et en plus de ça, ils sont tout le temps dans l'échappée. J'aimerais juste mentionner que ben on le dit souvent que Bahreïn est peut-être l'une des meilleures équipes au niveau tactique dans les grands tours. Je trouve que ça le prouve encore une fois. Je trouve qu'au niveau, il y a une très belle équipe, hein, c'est une très très belle équipe, Bilbao, Et ils ont un Bilbao qui est Zambani. plus dans le général. Ouais. Zamani, Caruso, etc. Mais je trouve que par rapport à d'autres équipes, ils arrivent toujours à bien s'en sortir, ils arrivent toujours à mettre des hommes là où il faut, quand il faut. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais bien dire dans nos pronos de début de saison. Mais en plus, j'aimerais bien revenir sur la preview Education First. On en a quand même parlé. Carapace, pour moi, ça a été un des coureurs hors fantastique, donc sans Vingegaard, sans Remco, sans Pogacar, qui pouvait encore gagner un grand tour. Et pour moi, ça reste quand même mon favori à l'heure actuelle. Ouais. Ouais. Moi j'avais une petite question. Tu as parlé de l'équipe Bora dont on était un peu déçu. Sans compter les gars qui sont plus en course. Quelle est pour vous votre plus grosse déception, pas spécialement en forme, mais sur le déroulement de ce Giro, etc. Moi je vais d'abord vous dire le mien. Moi c'est Pidcock Ouais, parce que j'adore ce La coureur même. Ouais. et on l'a vu un petit peu au début et le fait qu'il doit faire le général, je pense il doit être aux alentours de la 15e place. Ouais. Je le sens un petit peu invisible et en fait de plus en plus, on le voyait beaucoup en début de Giro, il n'a pas su jouer et sur un grand tour où il y a beaucoup d'étapes dures mais avec des arrivées en bas d'une descente. Moi, je me suis dit, on va le voir sur 2, 3, 4 étapes. Même s'il fait le général, ça n'empêche pas. On a vu Carapace gagner dans le bas d'une descente. Donc voilà, je l'attendais un peu plus haut et c'est ma déception de ce début de Giro. Ouais, Enfin, t'as raison, hein, je te rejoins là-dessus parce qu'en fait, il fait entre 10 et 15e sur quasi toutes les étapes. Toutes les étapes de montagne, il est entre 10e et 15e des favoris. Toutes les étapes moyenne montagne, il est entre 10e et 15e. Et donc, du coup, il n'a pas le droit de prendre l'échappée parce que sinon, il va faire un bond trop vite en avant. Et encore une fois, du peloton, il ne gagnera pas. Aujourd'hui, c'est à part un petit sprint avec Del Toro dans une étape où il reste plus que 20 coureurs, je ne le vois pas gagner une étape sur ce Giro. Et donc,
Pour moi aussi, c'est une grosse déception. Voilà, mais il voulait choisir de faire un grand tour à fond en tant que leader. Il avait fait une fois chez Ineos. Il le refait une deuxième fois chez Q36.5. J'espère qu'il en prendra les leçons, qu'il aille jusqu'au bout maintenant pour apprendre encore une fois. Mais pour moi, c'est pas un cours taillé pour un grand tour. Moi, je suis déçu, c'est qu'il continue. Enfin, je pense qu'il a senti à un moment donné très vite que ça n'allait pas le faire pour le général et qu'il ait quand même gardé cet espoir jusqu'au bout. Mais là où on est, enfin, je suis déçu aussi comme vous, mais il y a peut-être une étape qui me fait dire que bah, il a pas eu de chance et que Ouais, Stradé, ouais. il était vraiment pour moi peut-être le plus fort de l'étape, voire dans le top 3 parce que Van Aert et Del Toro étaient vraiment dans un autre monde. Mais l'Estrade, pour moi, c'est quand même peut-être le jour où il m'a semblé le plus fort et qui m'a semblé le plus. Enfin, le moment où c'était vraiment le plus son terrain, il avait vraiment l'envie de faire quelque chose sur cette étape-là. Ouais, je te rejoins. Du coup, vous dites tous les deux Pitcock. Bah, Non, non, moi j'en ai un autre, moi. moi c'était vraiment ma déception, mais je peux revenir aussi Tu sur veux les que j'en sprinters. tu veux que j'en reprenne un et puis tu réfléchisses Non, à non, moi j'en ai un. J'ai Vas-y. les sprinters. Je pense que Paul Magnier, c'était pour moi Plus peut-être que, plus que Milan Fretin. Ouais, parce que pour moi, c'était peut-être les étapes lui convenaient quand même peut-être mieux. C'était tout le temps pas facile. En fait, je m'attendais à ce qu'il soit plus punchy que sprinter pur et qu'il allait travailler ça, mais malheureusement, il a travaillé plus le sprint que le passer les bosses. Je pensais qu'on allait avoir un Pedersen en un, Wout van Aert en 2 et peut-être un Grosse Magnier qui Magnier. allait être grosse Magnier qui allait être vraiment juste derrière, mais en fait, la différence de niveau est beaucoup trop élevée. Ouais. On a eu comme à son habitude un Patrick Lefebvre qui a fait une petite remarque, qui a Ouais. dit que le Giro c'était pas l'étoile de Bessèges. Après avoir comment ça a été pris, parce que je pense que Ouais. ça a été une phrase prise hors de son contexte. Comme Bah, en souvent. tout cas, il mais oui. en a Mais en tout cas, ça a été répondu les avec gros le sourire, titres. Ouais, Pagny, hein. c'était les gros titres sur les journaux ici en Belgique, en tout cas. Mais bon, moi, ma déception, c'est un coureur de l'équipe Tudor, c'est Marco Brenner. Il a, au début du tour, j'avais. En fait, c'est une demi-déception parce que peut-être que je mettais la barre trop haut, c'est le champion d'Allemagne. Il avait fait, pour moi, un bon début de saison. Il avait fait une belle saison l'année passée. Et je me dis, ben voilà, c'est un coureur sur lequel on est tombé énormément parce qu'il est passé pro très jeune, trop jeune. Euh, et il était sur la forme ascendante, il était sur la pente ascendante au niveau notoriété, au niveau résultat, au niveau même manière de courir. Et ici, il a pris ce Giro où, sur les 3 premières étapes, il était dans les 3 ou 4 derniers au classement général. Et je me dis, ah, il garde ses forces pour aller chercher des étapes un peu plus tard ou pour aider Storer. Finalement, bah, on le voit pas. Il passe un peu inaperçu. Il avait fait un tour des Alpes magnifique, on en a parlé tous les trois dans la preview. Et bah, comme tu dis, il est presque inexistant. Moi, je pense que j'ai pas vu le maillot d'Allemagne depuis le début du Giro en fait. Alors, moi, je suis d'accord à aller à 40%, 50%, parce que je trouve qu'il a un rôle très important dans cette équipe. C'est que c'est lui qui met sur orbite les coureurs quand ils vont en échapper. Donc, c'est lui qui fait un rôle un peu à la Pedersen le fait quand Verona va sortir ou quand Vasek sort. Donc, il a vraiment, pour avoir vu quelques débuts d'étape de ce Giro, je ne les ai pas tous regardés non plus, mais la plupart, je les ai quand même regardés. Souvent, le maillot d'Allemagne, on le voit dans les 10 premiers pendant une bonne heure. Et puis une fois, en fait, j'ai même cette impression que c'est lui qui décide qui sort pas, tant que l'équipe n'est pas devant. Maintenant, c'est dommage de le voir dans ce rôle-là, au lieu de le voir dans un rôle où on va le chercher au long cours. Et quand il est dans l'échappée, je pense qu'il a été une fois ou deux, bah, il craque très facilement. En fait, c'est comme si sa course se terminait après 70 km, quoi. C'est peut-être pour ça qu'il est dans ce rôle-là aussi. Et Ouais. que l'équipe et lui décide s'il est trop juste. Il Quand est il sûrement va trop devant. juste. Je pense que c'est ça la raison. Vous avez raison, c'est peut-être décevant. Mais il a quand même, malgré cette perte de forme, il arrive à quand même garder ses petites capacités d'aider l'équipe. Et je pense que c'est très important de montrer la dynamique je trouve, dans ce Giro. On voit certaines équipes qui ont vraiment une dynamique positive et d'autres qui ont vraiment une dynamique plus négative. On peut parler donc Red Bull Bora dans la dynamique négative, mais dans la dynamique positive, on peut parler de Trek. Mais C'est j'allais dire, c'est quelles quand sont même. vos passes révélations, mais Ouais. vos points positifs, les équipes qui sont au-delà de votre performance, équipe ou coureur, hein, au-delà Ouais, des bah, performances. ici, qui allait penser que Verona, Dan Hull et enfin Pedersen, oui, mais allaient remporter une étape les deux sur le Giro, c'est quand même leur plus grand résultat de leur carrière, quoi. Ouais, puis on voit qu'il y a beaucoup d'équipes
ou la dynamique, qu'elle soit positive ou négative, très bien, comme tu l'as dit, mais l'équipe IF, moi je savais pas qu'elle allait gagner 2 étapes. J'adore Ah l'équipe ouais, IF. non. Je savais que Carapace allait jouer le général. Me dire qu'à ce moment-ci, elle va gagner 2 étapes et peut-être encore une ou deux. Revoir un Casper Asgreen qu'on n'a plus vu non plus à ce niveau-là. On l'a vu à un haut niveau, mais à ce Les tacles de niveau-là, fou qu'il fait. depuis pas mal de temps. Et puis Carapace très fort. Donc, puis l'équipe Astana qui continue sur sa lancée, qui va chercher tous les points du maillot de grimpeur qui est déjà presque assuré alors qu'on a une semaine très difficile, qui va encore chercher une étape. Enfin bref, toutes les équipes, tu as parlé de Trek, mais il n'y a pas que. Ouais. En fait, c'est dans une dynamique hyper positive, j'ai l'impression. On a parlé d'Ineos Astana. qui a gagné une étape. N'empêche, ils sont quand même bien autour de Bernal et on continue. Il y a quand même des gars qui ont été régulièrement devant, les Turner, etc. Donc la dynamique est bien, ça va. La dynamique est pas bien, ça va moins bien. Ça se voit très fort sur ce Giro, je trouve. Ouais, un petit coureur que j'ai oublié de mentionner dans les déceptions, mais c'est David Gaudu aussi, juste Ouais. pour vous dire. Aujourd'hui, c'était un des premiers à péter dans l'échappée. Après, je sais qu'il n'a pas eu la préparation idéale pour venir là. Je sais qu'il y a eu quelques problèmes de santé et ainsi de suite, mais malgré tout, c'est quand même dommage de le voir comme ça. Et je vais faire peut-être des détracteurs, mais je trouve que Bardet, pour son dernier grand tour, il aurait pu faire encore le petit truc. Maintenant, on l'a vu quand même à l'attaque. C'est quelqu'un qui Ouais, ouais, je mais pense il que est quand même lui, décevant. par contre, il peut encore aller nous chercher à beaux résultats, je pense. Mais ouais. Par rapport à moi, ma surprise positive, encore une fois, c'est même pas une surprise. Pour moi, c'est ces équipes italiennes qui sont toujours à l'avant. C'est J'adore, magnifique. Hein. j'adore ces équipes-là. Je l'ai déjà dit à de multiples reprises, mais quand on voit avec les budgets avec lesquels ils partent et avec l'impact qu'ils ont sur la course, ça me semble hyper intéressant. On voit des Marcellucci, des Tonelli, des Piganzoli qui est encore aujourd'hui dans les derniers à péter et qui est au même niveau que Pidcock au final sur un grand tour. Ben voilà, moi je pense que ça c'est encore mon gros coup de cœur. Et puis tu en as parlé, mais Pedersen, chapeau à lui, chapeau. Il s'est pas raté une fois cette année. Et Asgreen, ouais, chapeau. Franchement, C'est ces deux images, je pense, de cette deuxième semaine qui sont vraiment belles. Et moi, j'ai un petit fun fact sur cette deuxième semaine. C'est sur le chrono qu'on a eu pour la première étape de la deuxième semaine. Il y a McNulty qui avait le maillot de champion d'Amérique. ouais. Et le lendemain, juste après, c'était le championnat de chrono d'Amérique. Donc à un jour près, il ne pouvait pas porter son maillot. Il en a profité jusqu'au bout. Ouais, mais je On peut trouve dire. que c'est quand même un truc. J'ai vu le truc comme ça, je me suis dit, mais ouah, et s'imagine, il est champion d'Amérique le jour avant, on lui donne juste des. Il pas aurait des dû maillots. abandonner le soir même, prendre un avion, ne pas dormir. Enfin, Ouais, bon, non, compliqué. mais c'est quand même drôle, Ouais, non, c'est sûr, t'as raison. la salle. En parlant de chrono, et désolé, hein, on est un peu dans tous les sens aujourd'hui, mais c'est parce que ça fait un petit temps qu'on n'a plus fait de vidéo et on a envie de parler de plein de sujets. Je trouve Joshua Tarling, il est en train de passer un cap. Il est en train de passer un cap parce que non seulement il a gagné cette année sur un grand tour, et donc c'était quand même hyper intéressant de pouvoir gagner et faire deuxième. Ok, battu par Dan Hull, c'était peut-être une déception sur le moment même, mais on a un Tarling qui n'est plus que un spécialiste du chrono. Encore aujourd'hui, il sent la bonne échappée. Après, c'est très facile quand on est fort, hein, quand on a la puissance de Joshua Tarling. Mais le mec, il devient un coursier, mais qui est vraiment incroyable. Et il passe les bosses avec son gabarit, avec son poids. Et quand c'est pas des bosses explosives, bah, le mec, il est là. Et moi, je voulais quand même le féliciter. Et voilà, ça m'attriste vraiment qu'il tombe. Alors quand il est deuxième de la course et qu'il tombe et que voilà. Il a un bon exemple quand même dans son équipe, c'est Ghana qui a pu faire la même chose. Hein. Au début, Ghana, si on regarde le début de sa carrière, je trouve qu'il était quand même fort spécialiste chrono. Il n'était pas encore Même fort piste. sur la route pour aller pour sentir la course. Et au fur et à mesure, Ghana a pris de l'explosivité parce que l'explosivité, il l'avait pas non plus au tout début. Et cette expérience, le fait de frotter dans le peloton, que Ghana est un des meilleurs coureurs à l'heure actuelle pour ce genre de choses. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Hein. Il suit totalement la trajectoire de Ghana qui est magnifique. Et je pense qu'il peut avoir les mêmes objectifs, gagner des. On se rappelle, un Ghana, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans, a gagné sa première étape sur le Giro d'une manière assez incroyable dans une échappée où il y avait des petites bosses pas loin de l'arrivée. Donc c'était assez incroyable. Et je pense qu'il va plus suivre sa trajectoire qu'un Tom Dumoulin parce qu'il est quand même trop grand, je pense, à trop gros Ça, c'est gabarit. sûr. Mais c'est impressionnant de le voir. Je sais pas si vous vous rappelez au début de sa carrière, c'était il n'y a pas si longtemps. Il passait presque pas un pont d'autoroute. Je vous rappelle, il y avait des courses ici en Belgique, même pour sprinter, assez plates. Et il était
très vite lâché alors qu'il était en forme et c'était vraiment presque que les chronos. Et là, on voit que c'est autre chose qu'un mec de chrono. C'est à se demander si c'est pas justement un déclic mental, le fait d'être si fort, mais parce qu'on se sent, allez, imposant, grand, pas plus gros, pas gros, mais gros par rapport au reste du peloton. Est-ce que c'est pas un déclic mental de se dire, je peux quand même être important dans les moments clés, même si ça monte, même si... Est-ce que c'est pas... je pense que ça se travaille à l'entraînement, c'est certain, mais est-ce que c'est pas aussi toute une question de conditions autour, entourage, etc. Oui, c'est sûr que quand tu y crois, bah, c'est plus facile d'aller tous les jours faire des bosses, c'est plus facile d'aller travailler à la montagne. Maintenant, faut quand même, le mec il fait quand même, je pense, bien 80 kilos Ouais. et il doit se les peser à ces 80 kilos en haut de montagne. Donc, Ouais, ouais, puis le temps de se trouver, il est passé pro à 18, Oui, 19 ans, ça champion c'est sûr. d'Europe à 19 ans. Donc là, il est encore, à 19 ou à 20 ans, il est encore très, 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 très jeune. Donc ouais, calma, et il se trouve très vite en fait, quand on ouais, y j'ai pense. pas vu le bilan de la chute, donc je sais pas exactement ce qu'il a, mais en tout cas, c'est un coureur qui, j'espère qu'il va récupérer très vite parce que moi, c'est vraiment, c'est devenu un de mes chouchous en tout cas, C'est je peux vous le dire. certain. Et enfin, pour peut-être clôturer cette vidéo, si vous deviez dire un nom que vous pensez dans les quatre qui sont leaders de ce classement On refait un général, podium si tu veux. bah on peut même faire un podium. Allez. Ouais. Ouais, ouais, moi je te rejoins. Carapace va gagner. 2 Del Toro, 3 d'Eric G. Ah ouais. Défaillance totale de Simon Yates. Pas défaillance, c'est juste qu'il va y avoir des coups stratégiques. Et je pense que même si Van Aert est là, je pense que même si c'est un peu en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure, bah, j'ai quand même été déçu de Kruijswijk, j'ai quand même été déçu de Kelderman et de Bartleman. Et puis Olaf Koy et Affini ne pourront malheureusement pas forcément aider très fort dans la montagne. Donc voilà, je trouve qu'on est quand même dans un mix d'équipes qui est... J'arrive pas à voir cette équipe gagner un grand tour. Tu veux que j'y aille, Noah? Bah, non, moi j'allais dire le cœur, vous savez bien, mon amour pour l'équipe Visma. Je voulais dire Yates, mais je vais être plus raisonnable. Je vais dire Carapace premier, deuxième Yates et troisième G. Donc Qui, Del Toro troisième? qui explose alors. Et Del Toro qui explose, mais très tard. Ouais, donc on est tous les deux avec G sur le podium et tous les deux avec Carapace sur le podium. Avant de dire mon podium, je trouve que G, c'est quand même, on en parle quand même très peu, alors que c'est un coureur qui est quand même assez, pas, quand même lourd, grand Et par régulier. rapport aux autres, mais depuis 2 ans, il ne fait que augmenter au niveau de son niveau, parce que c'était il y a 2 ans son Giro qu'il avait fait un Giro de Trois dingue. 3 ans hein, du coup, donc c'est pas celui de l'année passée, c'est celui. Enfin oui, Ouais, 2 ans à ouais, partir ouais, ouais. d'ici quoi. Ouais. Et je pense qu'il passe encore un cap et je me réjouis de voir jusqu'où il va s'arrêter. Mais vous avez tout à fait raison de le mettre dans ce podium, mais moi je vais pas le mettre. Je pense que Del Toro va reprendre du temps dans les 2 prochaines étapes. Ce sera pas énorme, mais il va pas craquer complètement à la fin non plus. Donc je mets Carapace en 1, je mets Simon Yates en 2 et Del Toro en 3. Donc Ouais, pour toi, c'est c'est G qui va devant. Bah, L'avantage de G, c'est qu'on sait qu'il craquera jamais. il Je n'ai craque- jamais vu il G craquera pas, craquer. mais je pense que ce sera pas non plus la force il aura pas la force des Donc pour deux toi, autres, quoi. au cas des quatre, ne craque en fait. Bah, Bah, pareil. je pense que Carapace et Simon Yates vont prendre du temps, mais que les deux autres vont Mhm. pas craquer, quoi. Et Caruso, Tiberi, Bernal, et si vous en voyez un se rapprocher, ce serait qui? Ouah, c'est chaud, mais je pense que Storer est beaucoup trop loin, mais moi je vais Storer, dire Bernal. pardon. Ouais, ok. bah moi je vais même aller plus loin. Je pense que Pellizzari c'est plus loin en général encore, c'est à 4 minutes 36, peut se rapprocher du top 5, mais Bernal finira ce top 5. Ok. Ouais, moi, Pellizzari, t'as raison, pour moi, il va faire 6 ou 7. Et Storer, j'adore ce coureur parce qu'il est vraiment agressif. Et je m'attendais pas à ce qu'il fasse une carrière comme il est en train de le faire quand il était encore à la Française des Jeux à l'époque. Mais très beau coureur. Ouais, mon top 5 sera peut-être Caruso qui est. Bah, il craquera jamais. Et puis, c'est qui? Simon Yates. Simon Yates 4 et 5. Caruso. Caruso, ouais. Ok, parfait. Bon, parfait. Et donc, les maillots annexes restent les mêmes. Ah, ça, c'est compliqué de, De changer, non? de changer. Maintenant, si on peut parler d'une seule chose qui peut encore changer, c'est le maillot blanc. Del Toro est là. Je pense que, comme on l'a dit, Del Toro, enfin, moi je l'ai dit, en tout cas, Del Toro sera sur le podium, donc pour moi, aura le maillot blanc. Ouais, moi Mais est-ce aussi. que vous voyez Tiberi devant Tiberi Pellizzari, non, non, pour Non, moi quand pas. même pas. Non plus. Ça Ok, va. parfait.
Et bien encore une fois, merci, dites-nous dans les commentaires qui va gagner ce Giro, on aimerait bien le savoir, on aimerait bien savoir vos avis. N'oubliez pas de vous abonner, on a fait une pause de 2 semaines, donc un petit boost dans les abonnements, ça ferait vraiment plaisir. Et nous on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ciao. Ciao.